Je vais demander donc tout de suite à Lucie Desbordes et Nicole Giroux de venir me rejoindre sur cette scène. Alors il y a une association évidente entre ces deux textes. Donc Lucie Desbordes, Solitude mineure, chez Anne Carrière, et Nicole Giroux, Par la fenêtre. Ces deux textes mettent en scène deux personnes qui s'enfuient, deux fugueuses, une adolescente chez Lucie, une vieille dame chez Nicole. Et donc ce sont deux textes qui manifestent, j'ai envie de dire, un désir de liberté, un désir d'émancipation et une envie de se construire une vie qu'on ait vraiment choisie. Je crois que c'est vraiment ça un peu le propos. Lucie Desbordes, j'ai commencé avec vous, avec Solitude mineure. Vous étiez venue il y a quelques années pour un premier texte qui était consacré à Marceline Desbordes-Valmore, votre aïeule, voilà. C'était un carnet, voilà, mais aussi une fiction. Et vous revenez avec un texte, j'ai envie de dire, me semble-t-il, qui vous tient à cœur, un sujet qui vous tient à cœur, qui est celui de la différence. Peut-être deux mots sur les personnages principaux de ce texte. Elle s'appelle Mina, elle a 14 ans, elle est ce qu'on appelle à haut potentiel intellectuel. Cela dit, sa mère, notamment, lui assigne une place dans la vie qui serait totalement dévouée au cerveau, à l'intellect, et qui oublierait, j'ai envie de dire, les aspects émotionnels peut-être de l'existence. Donc elle a décidé de s'enfuir. Dans son sac à dos, elle a simplement le petit prince. Peut-être deux mots sur le personnage qu'elle va rencontrer, qui s'appelle Anatole. Alors Mina bonjour, pardon. Mina est une adolescente donc qui est effectivement à 14 ans, qui a 3 ans d'avance au potentiel intellectuel. Elle quitte Paris pour Lyon parce qu'elle a quelques jours du bac, parce qu'elle elle cherche un sens à sa vie et du coup elle fugue et elle rencontre dans le train Anatole, un jeune garçon de 10 ans qui est autiste Asperger et qui part à Lyon pour passer des tests pour avoir un diagnostic. Voilà. Je peux peut-être dire tout de suite que la rencontre se fait parce que on a oublié Anatole sur le quai. Enfin, voilà, la personne qui devait le prendre en charge n'est pas là. Et Mina se dit qu'elle va prendre en charge ce garçon. Alors, ce texte est très émouvant et en même temps assez drôle parfois, il y a beaucoup d'humour. Elle aura envie certainement de s'en débarrasser parce qu'il est un petit peu encombrant, Anatole. Oui, en fait, au départ, c'était quand même assez intéressé de sa part, parce qu'elle a l'impression Anatole dit qu'il a le plan de Lyon dans la tête, et comme Mina ne connaît pas Lyon, elle a l'impression d'avoir un GPS sur pied, et du coup, elle l'emmène dans cet esprit-là au départ. Elle veut pas tellement s'encombrer d'un jeune garçon comme ça. Son idée, c'est quand même de rester de passer incognito dans cette ville. Elle a d'autres attentes par rapport à ça. Elle a d'autres recherches intérieures. Et elle le prend un peu comme un colis un peu encombrant au départ. Voilà. Alors Anatole, on peut le décrire rapidement quand même. Il déteste qu'on le touche. Il déteste la foule. Il déteste le bruit. Il aime bien que les roues tournent. Ça, oui. J'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Donc, quand il arrive, passe Bellecour, il voit que la roue ne tourne pas, il est très déçu. C'est très frustrant. Il déteste les carottes. Oui. Donc, voilà. Et vous avez inséré dans le récit des passages en italique qui restituent la parole d'Anatole. J'aimerais qu'on en parle un petit peu 2 secondes de cette parole de l'enfant. Oui, et ça me paraissait important du coup d'avoir les deux formes de discours intérieur. À la fois celui de Mina qui permet à l'histoire d'avancer parce qu'elle a les capacités cognitives aussi de le faire, et en même temps les monologues intérieurs d'Anatole qui se présentent sous forme de répétition parce que c'est un fonctionnement extrêmement répétitif avec des centres d'intérêt restreints, et du coup ça me paraissait intéressant de le rendre de cette manière-là. Mais... Alors, oui, la ville est très dangereuse pour tous les deux en fait. Pour tous les deux. Mina a peur d'être repérée par la police, et Anatole, lui, il a peur de tout, en fait, de toute la ville. Et en fait, ce parcours va finalement les rapprocher dans un besoin de se protéger mutuellement, d'une certaine façon. Oui, Mina va être vraiment au départ, elle n'avait pas cette fibre de bienveillance ou d'attention à l'autre qui va progressivement se développer au contact d'Anatole. Elle va essayer finalement de le protéger en quelque sorte. Et Anatole, de par sa différence, de par ses particularités, va l'ouvrir aussi en quelque sorte. Va être, il y aura une espèce de vase communicant entre les deux personnages qui permettront à l'un comme à l'autre de s'ouvrir à la différence et de tisser une amitié en tout cas qui se tisse au fil du texte à travers leurs différences. Voilà. À un moment donné, vous dites de Lyon que c'est la ville du secret, du passé et de l'oubli. Alors peut-être dire d'une part que Mina suit une autre quête,
pas seulement de se libérer de l'emprise de l'école, etc., mais elle recherche son père. Et c'est un aspect important aussi du texte. Oui, le père de Mina est décédé d'un accident de voiture quand elle avait 3 ans. Donc elle a très peu connu son père et sa mère a une place omniprésente dans sa vie puisque sa mère dirige tout pour elle, toute sa vie, toutes ses études, etc. Et du coup, Mina voit son père comme une espèce de super-héros, de dieu, d'agent secret. Elle imagine toutes sortes de choses puisque finalement, il y a un immense vide, un immense secret autour de ce père et elle peut du coup tout y placer. Et retourner à Lyon, aller sur la tombe de son père, c'est finalement en quelque sorte rencontrer ce passé et rencontrer aussi, se confronter à ce passé, voir si effectivement ce père était un agent secret ou pas, mais la rencontre avec la tombe n'est pas très heureuse dans ce sens-là. Oui, alors il y a effectivement ce but, elle doit retrouver ce cimetière, et grâce au GPS sur pattes, elle va effectivement atteindre son but. Ensuite, il y aura d'autres périples. Il y a une très belle scène dans le cimetière. D'abord, moi j'adore les cimetières, je trouve que ce sont des très beaux lieux moi aussi. de promenade, de méditation, de beauté aussi. Et elle va lire le Petit Prince. J'aimerais qu'on parle de la présence des livres dans le livre. Vous citez beaucoup Aragon. Beaucoup Aragon et Le Petit Prince. Donc Aragon qui est plus une lecture adolescente pour Mina, qu'elle a découvert au lycée et qui est plus sur tout l'aspect poétique et puis l'aspect aussi révolte intérieure. Et Le Petit Prince, c'est un livre que lui a offert son père quand elle est à sa naissance. Elle a appris à lire avec Le Petit Prince et c'est quelque chose qui la relie à la fois à son père et qui en même temps a enchanté quelque part sa vie et lui a donné a ouvert finalement en quelque sorte à une différence parce que il en est beaucoup question dans Le Petit Prince. J'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'elle apprend finalement à la fin de ce périple avec Anatole, Mina ? Qu'est-ce qu'elle aura appris ? Elle aura appris à s'ouvrir aux autres parce que je pense qu'elle était vraiment complètement renfermée sur une. C'était une défense en fait, de par les agressions qu'elle subissait à l'extérieur, par sa mère qui lui imposait toutes sortes de choses, par les élèves du lycée, par la société aussi. Il y avait vraiment une espèce de carapace de défense chez Anatole aussi finalement. Et je pense qu'à la fin du livre, l'un et l'autre ont réussi, en tout cas, à ouvrir un passage entre leurs carapaces et à permettre à ce que la vie puisse davantage circuler. À la fin du livre, dans les remerciements, vous rendez un vibrant hommage aux personnes qui s'occupent de l'autisme Asperger, l'autisme en général. Donc c'est aussi un appel à changer notre regard aussi sur ces différences. Aussi, et puis aussi à ce qu'il y ait davantage de centres pour faire des diagnostics, parce que c'est laborieux pour mettre en place. Mais oui, il y a tout un monde en fait qui existe. Il y a toutes sortes de mondes qui existent à côté de la société dans laquelle on vit. Et c'était aussi ouvrir un petit peu sur celui-là en tout cas. Je reviens sur la Lyon, ville secrète. C'est ce que dit le personnage ou c'est ce que dit l'autrice ? Lyon était une ville que je n'aimais pas du tout au départ. Quand je suis arrivée il y a 7 ans et que j'ai appris à découvrir, que j'apprécie beaucoup maintenant et qui, je pense, se prête bien à la fiction. Alors, il y a un autre texte qu'on verra tout à l'heure où il est question d'errance aussi dans Lyon. C'est fascinant de voir des échos entre les livres comme ça. Merci beaucoup, Lucie Desbordes. Merci à vous. Merci. Alors, Nicole Giroux, je disais tout à l'heure que votre fugueuse, elle a plus de 80 ans, je crois, c'est ça ? Et on la découvre au début du texte, prise dans une espèce d'environnement festif. Ça se passe à Genève. Oui. C'est une sorte de lake parade, si j'ai bien compris. C'est une lake parade. C'est plein de jeunes. Oui. Et elle, toute seule, vieille, un peu perdue, un peu paniquée. Mais c'est ce qui va déclencher aussi l'histoire de ce texte. Donc, qui est cette fugueuse ? C'est une vieille dame qui a l'air bien lisse, bien propre sur elle. Puis après, on va se rendre compte que non, quand on arrive à la fin de la vie, si on n'a pas encore complètement perdu ce qui vous anime, eh bien, il y a un rêve, il y a quelque chose qu'on n'a pas réalisé. Et cette vieille dame-là, c'est ce qui va la porter. Donc, c'est une vieille dame, elle n'est pas indigne, mais elle est vivante.
Alors, on va découvrir peu à peu, elle s'appelle Amandine. Oui. Donc, elle a été placée contre son gré, comme ça arrive à beaucoup de personnes, dans un EHPAD, dans une maison de retraite qui s'appelle Les Chênes. Alors, j'ai beaucoup aimé la description de cette maison de retraite qui m'a rappelé des souvenirs personnels, voilà, et qui rappellera des souvenirs à plein de personnes. Si vous avez été amené un jour à placer votre mère ou votre père en EHPAD, voilà. Donc Les Chênes, ça ressemble à tous les EHPAD, des vieux collés à la télévision dans le salon, beaucoup d'ennuis, de détresse, etc. Et puis, il y a une vitrine, on montre... alors, il y a le groupe des petits vieux témoins, c'est comme les appartements témoins, voilà, pour montrer que tout se passe bien, tout va bien, on fait plein de choses, d'activités. Donc c'est un portrait, j'ai envie de dire, extrêmement réaliste et drôle en même temps et pathétique de ces établissements. Oui, les maisons de retraite, les EHPAD, ou on peut les appeler n'importe comment, un jour ou l'autre, on les fréquente. En tant que pensionnaire ou bien alors en tant que visiteur en espérant ne jamais être pensionnaire. Et c'est un aspect important de la vie. Je pensais, franchement, quand on m'a demandé un texte, je ne savais pas qu'on allait parler sans arrêt des vieux dans les mois qui allaient venir. Je ne savais pas qu'ils allaient tenir la vedette et qu'on allait avoir des directeurs de maisons de retraite tellement extraordinaires qui pleuraient sur leurs vieux, qui, mon Dieu, vraiment, on faisait le maximum. Alors qu'on les a oubliés, on les a mis sous le tapis pendant si longtemps. Alors, Amandine, donc au début, elle a fait une fugue, elle a profité d'une escapade en minibus avec un groupe de compagnons. Et le récit est construit avec des retours en arrière, en fait. Et vous allez nous expliquer que... Alors, Amandine, elle vient d'un milieu rural, c'est une enfant de paysans, pauvre. Et là aussi, c'était extrêmement émouvant parce que vous m'avez rappelé Lambeau de Charles Julier, quand il parle de sa mère qui a été empêchée, en fait, empêchée de lire, empêchée etc. Et cette jeune fille, cette jeune paysanne, elle adore les livres, elle adore la lecture, mais pas question évidemment de poursuivre dans ce sens-là. Donc elle sera vachère en fait. Et il y a un très beau passage sur tout ce texte parle au fond des destins contrariés, des destins imposés. Voilà. Donc peut-être compléter ce portrait d'Amandine. Elle vient de la Dombes, c'est ça ? Oui. Ouais. Je l'ai fait venir de la Dombes parce que je suis très douillette et j'aime pas me gratter le nombril, si vous voyez ce que je veux dire. Et je n'habite pas dans la Dombes. Je n'ai jamais habité dans la Dombes, donc c'est pour ça qu'elle vient de là. Alors, il y a la Dombe, mais comme dans votre précédent roman, qui était publié aux Escales aussi, vous nous faites naviguer entre deux paysages, j'ai envie de dire, de monde, entre la région de Genève, la Suisse, et la Dombe aussi, l'Europe, et puis l'Amazonie. Et je vais y venir, puisque je parlais de s'inventer une vie, et Amandine, elle va s'inventer une vie qu'elle raconte aux pensionnaires, d'accord ? Et cette vie se passe en Amazonie. Alors, je vous laisse peut-être nous préciser ce duo. Il y a sa mère, Adèle, la paysanne, mais il y a Adélita en Amazonie, il y a Amanda, Amandine, et des destins que vous décrivez de manière parallèle, avec beaucoup de détails très luxuriants, forcément, en Amazonie. Oui, je pense que, vous savez, les enfants, quand ils sont petits, ils disent on serait des orphelins, on serait perdus sur une île, mais on a toujours un enfant en nous. Et quand vraiment la vie est complètement plate, un encéphalogramme plat, comment survivre ? Eh bien, on s'invente une vie, et une vie ailleurs. Alors elle a un paysage tout plat devant elle, et puis il y a des périodes de sécheresse, il y a de la pluie, parfois un petit peu de neige, c'est mouillé, c'est gris, il y a du bleu aussi. Mais alors elle va se trouver un pays extraordinaire. Qu'est-ce qui peut être plus aux antipodes que la Dombe, que l'Amazonie. Et c'est l'Amazonie du douanier Rousseau. C'est l'Amazonie, c'est une Amazonie rêvée. C'est pour ça qu'il y avait des plantations de café dans cette Amazonie-là. Ce livre, je l'ai écrit il y a 20 ans. Et c'est en relisant le texte que mon mari me dit « Mais dis donc, parce que l'Amazonie, depuis on y est allé, notre fils est à Kourou, en Guyane. » Il me dit, mais dis donc, en Amazonie, mais il n'y a pas de café. Alors là, c'est la partie que j'ai modifiée, parce que j'ai rajouté un truc sur le fait qu'il n'y avait pas de café, et puis je me suis arrangée pour qu'Amandine s'en sorte. Elle s'en sort, hein.
Alors effectivement, c'est un pensionnaire qui fait remarquer à Amandine que elle s'est trompée là. Mais les autres vieux, ils disent on s'en fout après tout. Oui. Bravo à la fiction. Parce que le plus important, c'est l'histoire, c'est le fait de rêver. Ouais. Alors, on va peut-être aussi entrer dans un des sujets du texte qui est quand même la vie des femmes, la condition des femmes, puisque Amandine, empêchée d'aller à l'école, empêchée de lire, elle a été mariée contre 3 vaches laitières, il faut le dire quand même. Et son double amazonien, Adelita, pareil, a été acheté. Donc ce sont deux destins de femmes où la liberté pas très importante, où en fait ces femmes ont été achetées par des hommes. Peut-être y venir à ce sujet-là aussi. Oui, je pense que, plus maintenant, parce que je pense, mesdames, qu'aucune d'entre nous n'accepterait de se faire acheter d'une façon quelconque. Peut-être avec une rivière de diamants, je ne sais pas. Mais on ne se ferait pas acheter. Mais c'est une vieille dame. Cette histoire se passe il y a 20 ans, elle a 80 ans, donc vous voyez, début du XXe siècle. Mais des histoires comme ça, l'absence de liberté, le fait d'être acheté d'une façon ou d'une autre, que ça soit par une réputation, que ça soit par un niveau social, par quelque chose qui va apporter quelque chose à la famille, parce qu'on ne pense jamais au poids de la famille dans un mariage ou dans l'absence de mariage. Et ça, je trouve que c'était fondamental. Elles sont donc victimes de cet aspect mercantile du mariage, et puis de la violence aussi des hommes. Alors vous brossez 2 portraits d'hommes qui sont assez différents, je trouve. Alfred, le mari d'Adèle, c'est un sale type, on va le résumer comme ça. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui. Violent, méprisant, il l'humilie en fait. Le personnage de Clyde, qui est le mari d'Adelita, est beaucoup plus complexe, j'ai trouvé. Beaucoup plus. D'ailleurs, il y a un passage assez drôle quand les petits vieux écoutent les petites vieilles écoutent Amandine raconter son histoire. Il y en a une qui, vous dites, elles s'intéressaient, elles écoutaient, mais elles rêvaient de Clyde quand même. On rêve, enfin je dis pas on, mais certaines rêvent aussi du sale type, quoi. Oh, elles rêvent pas vraiment exactement du sale type. Elles pensent qu'elles pourraient le sauver ? Non. Elles rêvent du sale type séduisant. Ouais, c'est ça. Clark Gable, quoi. Alors Euclide, oui, il est bizarre, il est étrange cet homme, il disparaît, on ne sait pas trop pourquoi, régulièrement, il revient dans la plantation de café, il est violent, en même temps il est passionné, il est très étrange, c'est un portrait assez complexe, j'ai trouvé, de personnage. Oui, j'ai eu envie que Euclide, un prénom grec, mais qui est courant au Brésil, m'a dit mon amie brésilienne qui m'a beaucoup renseignée, en particulier sur le mariage brésilien. Et en fait, je voulais un personnage complexe, parce qu'au fond, le mari d'Amandine, il ressemble à sa vie. C'est du tout simple, c'est un bloc d'ennui, de souffrance, de violence. Et j'avais envie que le double rêvé de son mari soit beaucoup plus intéressant. Mais vous dites en même temps que sa vie est tellement dure, a été tellement douloureuse, qu'elle ne peut pas non plus inventer à Adelita et à Amanda une vie trop brillante, parce que c'est là, quoi, c'est en elle, cette souffrance. Oui, parce que le bonheur, au fond, elle n'a absolument aucune idée de ce que ça pourrait être. Alors, la couverture est très intéressante parce qu'en effet, par la fenêtre, le titre de votre livre évoque ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce paysage extrêmement plat, extrêmement monotone, sans grand changement qu'elle voit en montant sur son petit tabouret par sa fenêtre. Mais par la fenêtre, il y a aussi l'imagination, il y a aussi tout ce qu'on peut s'inventer. Donc, exactement. J'ai envie de revenir à Lucie, peut-être. La place de l'imagination dans votre texte, elle est importante aussi. Oui. Par exemple, Anatole, il me semble qu'il n'a pas d'imagination. Voilà. C'est important de le dire, ça. Oui, il est pris par le réel. Il est pris par le réel. Petit à petit, il arrive à faire des blagues, à avoir un petit peu une forme de sens de l'humour. Mais pour une personne autiste, c'est compliqué d'avoir accès à l'imaginaire.
En revanche, Mina en a pour Ouais. 2 ou 3. C'est ça. Ça fait un équilibre quelque part. D'accord. Alors, un dernier mot, peut-être dire que, sans trop dévoiler la fin, le rêve d'Amandine, c'est de voir la mer. Oui. Ouais. C'est de voir la mer, parce que la mer, c'est immense. Le premier titre que j'avais donné à ce roman, c'était « La vie en grande largeur Ouais. ». Et bon, ça n'a pas plu à mon éditrice. Et puis elle me disait, mais il faut chercher. La première couverture qui avait été proposée par le graphiste, c'était une fenêtre qui s'ouvrait sur la mer. C'était très beau. Et là, pour moi, ça m'a paru évident. C'était par la fenêtre. Parce qu'au fond, par la fenêtre, on voit le monde, on le rêve, on en est séparé aussi. Et la deuxième couverture était devenue une évidence pour l'éditrice, c'était le douanier Rousseau. Et justement, les fleurs qu'il y a au milieu, le douanier Rousseau qui connaissait autant l'Amazonie que mon Amandine, ça ressemble à des dahlias. Alors, j'ai rajouté quelques lignes dans le texte concernant ces dahlias rouges, parce que c'était un tout, en fait. Merci beaucoup. Lucie, peut-être un commentaire sur la couverture, parce que vous n'avez peut-être pas choisi d'ailleurs sur la couverture du livre. Si, justement, Si. parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord avec Anne Carrière sur la couverture. Et du coup, j'avais vraiment envie qu'il y ait la grande roue qui est importante dans l'histoire. Et j'ai fini par emmener mes enfants et par les prendre en photo devant la grande roue. Et du coup, c'est passé. Voilà. Je vous remercie toutes les deux. Je remercie particulièrement Nicole Giroux, qui a des soucis de santé et qui a accepté de venir quand même nous rejoindre ce matin. Merci à vous. Merci. Je remets vite mon masque et je m'en vais. Au revoir.